Bonjour, vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré avec Kevin Chagreau, designer packaging et responsable technique packaging chez Petzl. Kevin nous présente son parcours et son évolution au sein de l'entreprise depuis son arrivée il y a 9 ans comme alternant. Il nous présente l'organisation de l'équipe dédiée à la conception des emballages, ainsi que l'évolution interne du rattachement de ce service packaging et les bénéfices que cela a engendré. Il précise l'importance de travailler en équipe pour apporter une réponse juste aux différents impératifs à prendre en compte en conception packaging, qu'ils soient techniques, marketing ou légaux. Il détaille le lien entre le packaging, le produit, la marque et la distribution. Puis, nous parlons des différentes exigences à prendre en compte dans le développement du packaging, mais aussi les attentes des parties prenantes à intégrer pour satisfaire leurs besoins depuis l'opérateur, qui va conditionner le produit, jusqu'au point de vente. Nous finissons l'épisode sur l'intégration des contraintes environnementales et la suppression des plastiques dans les emballages de l'ensemble des produits de la marque Petzl et la conséquence que cela peut avoir. Je vous laisse découvrir l'épisode. Si vous aimez notre podcast, pensez à vous abonner à notre newsletter sur notre site acdi-asso.fr. Merci à vous. Bonjour Kevin, pour commencer cet épisode, déjà je te remercie de nous accueillir et d'accepter de participer. Ensuite, peux-tu nous présenter ton parcours s'il te plaît? Oui, bien sûr. Déjà, tout d'abord, merci Annabelle d'avoir pensé à moi. Un parcours qui remonte assez loin. On va dire que mon parcours côté design, graphisme, etc. remonte au CAP Bac Pro, après le collège. J'ai commencé dans les métiers d'art, plus particulièrement la communication graphique. Et ce qui m'a beaucoup intéressé en fait pendant cette période, pendant ces 4 années, c'est de toucher au volume, notamment côté packaging. On avait fait quelques sujets de design graphique packaging et ce côté volumique, montage de dessin 2D à quelque chose de volumique à 3D emballage, je trouvais ça très intéressant. Et ce qui m'a donné envie de continuer plutôt dans la 3D mais produits. C'est pourquoi j'ai enchaîné sur un BTS. Donc, dû à ce bac pro orienté métier d'art, communication graphique, j'ai pu intégrer un BTS directement après, sans forcément passer par une mise à niveau. Donc à Villefontaine. Et suite à ça, donc, je me suis lancé donc, sur une licence pro de Villefontaine, design produit et packaging, donc, ce qui alliait du coup mes deux cursus, on va dire. Et donc cette licence, donc, je l'ai fait en alternance chez Petzl. Donc ça fait maintenant 9 ans que je suis chez Petzl en ayant commencé par la licence. Cette alternance, je l'ai commencé en tant que designer pack. Et le côté design que j'ai abordé chez Petzl, c'était surtout côté anticipation, beaucoup de recherche sans forcément rentrer dans les projets. L'idée, c'était d'apporter de nouvelles idées, apportées par beaucoup de dessins, beaucoup de 3D, sans forcément être dans la technique tout de suite emballage. J'ai commencé, je faisais des dessins, je faisais beaucoup de prototypage sur la table de découpe avec des ciseaux, un cutter, et puis à monter mes boîtes pour que ça donne quelque chose sur des produits. Et l'idée, c'était que dans un second temps, on choisisse avec le technicien le pack. En fait, on va travailler en binôme pour que ce technicien puisse donner vie à ce concept qui était à la base pas du tout techniquement réalisable. Et l'idée, c'est de travailler ensemble pour apporter un concept nouveau, innovant et viable, du coup, dans le temps. Donc j'ai commencé par là, au côté du design, et en fait, au fur et à mesure, avec le temps, je suis passé sur plutôt du côté développement. J'ai commencé à avoir plus de connaissances techniques, du coup à apporter plus de solutions techniques, à apporter des petites choses innovantes, parce que j'avais toujours ce côté innocent, créatif, qui est toujours là. Et vu que je commençais à avoir des notions techniques, du coup j'arrivais à lier les choses ensemble. Et ce qui fait que du coup, on a pu commencer à développer des choses plus intéressantes et étoffer notre gamme, donc partir d'un produit, de pouvoir le développer sur un ensemble de produits, une gamme complète, et voire même l'ensemble des produits proposés par Petzl qui sortent des idées design et technique. Ça, c'était jusqu'à il y a quelques temps, et en fait, depuis maintenant 1 an, je suis passé de l'autre côté, je suis devenu responsable technique pack, donc plus du design, donc je garde bien toujours la notion du design dans mes projets,
Sauf que maintenant, en fait, je reviens récupérer le projet en entier. Jusqu'à maintenant, le design, il intervenait principalement au début du projet. Aujourd'hui, je prends l'ensemble du projet et je suis intégré à un cursus projet produit, ce qui veut dire que moi, je vais intervenir du début jusqu'à la fin de ce projet-là et je vais mener à bien mon projet packaging du début jusqu'à la fin. Vous êtes combien au packaging? C'est-à-dire que là, tu nous parles du packaging en tant que volume. On sait que le packaging, c'est un volume et une identité. Est-ce que vous avez du coup différents métiers, toi plus au volume et d'autres personnes, tu parlais de personnes plus techniques, et est-ce que vous avez aussi des personnes plus graphiques qui viennent appliquer le graphisme sur les packs, ou est-ce que c'est toi, en tant que designer et responsable technique, qui va à la fois développer le volume et l'identité graphique sur le packaging? Alors, on a plusieurs métiers chez nous au service pack. On en a 3 principaux. On va avoir les techniciens, donc les responsables techniques packaging, qui sont aussi chefs de projet pack. Donc on est 5, dont un designer, donc moi, qui fait la partie design et technique. Donc je continue à travailler en binôme avec les 4 autres techniciens sur leurs projets. Je travaille mes projets pack avec la partie design que je gère aussi. Et on a une troisième intervenant, donc une 6e personne, qui lui s'occupe principalement du design graphique des packs. On va le missionner sur les emballages, sur le graphisme à appliquer sur les packs. Son rôle, il est assez important parce que nous, on va travailler le volume, on va travailler l'esthétique, les matières, etc. Et lui, il va plus travailler le graphisme et c'est lui qui va nous driver sur ce qu'il y a besoin de mettre sur les packs. Donc il y a le besoin marketing, où il y a le besoin information produit, etc. Puis il y a les besoins plutôt information légale, qui est là où on a sur certains projets, sur certains produits, on a quand même une tartine à appliquer sur les packs. Donc c'est lui aussi qui gère ça. Et sans lui, on risque de créer des packs qui ne sont pas adaptés au marché. Vos produits sont là pour sécuriser les gens dans leur pratique, que ce soit une pratique outdoor ou que ce soit la sécurité au travail en hauteur. Et du coup, il y a énormément de textes et en plus, vous exportez vos produits, donc c'est dans plusieurs langues à chaque fois. Alors, on n'a pas pris parti pris sur les emballages de communiquer uniquement en anglais et en français. Parce que c'est ingérable, sinon je sais que certains le font. Nous, on le fait pas parce que c'est pas possible. Par contre, on a une obligation, c'est que vu qu'on vend principalement des EPI, des équipements de protection individuelle, on doit avoir une notice rattachée au produit, mais cette notice doit être traduite dans toutes les langues dans les pays dans lesquels on vend nos produits. Donc là, pour le coup, on peut s'affranchir de toutes ces langues sur le pack, mais par contre, sur la notice, il faut qu'il y ait toutes ces langues. Donc voilà. Et après, effectivement, notre designer graphique, si nous, on lui fait un pack trop petit, ça va forcément râler. Donc il va nous dire, non, voilà, en fait, je peux pas appliquer la charte, etc. Donc du coup, on travaille aussi presque en trinôme avec lui, trouver des solutions ensemble pour convenir, en fait, à tout le monde, quoi. D'accord, donc pour à la fois assurer la protection du produit et à la fois assurer sa visibilité en magasin pour que la marque soit suffisamment présente. Oui, c'est ça. Vous avez aussi un designer produit intégré. Comment est-ce que vous travaillez avec le designer produit? Est-ce que vous venez travailler dès le départ ou est-ce que c'est plutôt complètement à la fin, une fois que le produit est fini, que les premières séries sont sorties, ou est-ce que c'est plutôt au moment, par exemple, du prototypage, le projet est quasiment fini, on a encore un temps de développement nécessaire et le packaging commence à travailler puisque le volume, lui, est validé? Alors, on travaille forcément avec le design, mais presque indirectement. On se tient informé, en fait, mutuellement de l'avancée de chacun de nos projets. Donc nous, sur l'emballage d'un produit, moi, par exemple, je vais aller le voir et je lui dis, voilà, moi, je vais faire ça comme emballage pour tel produit. Et lui, il me dit si ça convient ou pas par rapport au produit, par rapport aux formes du produit, par rapport à la typologie du produit, etc. Mais par contre, il n'est pas décisionnaire sur ce que nous on fait. Il a son avis, il a son œil de designer, mais pas la décision finale sur le design pack. Tout simplement parce qu'on n'est pas rattaché à la même hiérarchie. Tous les deux, on est au même niveau, mais on n'est pas rattaché au même service. Le design produit est rattaché à la R&D, recherche et développement. Et nous, packaging, on n'est plus rattaché à la R&D, on l'a été, sauf que maintenant on est rattaché à la communication. Dans un sens ou dans l'autre, ça fait quand même sens. Effectivement, rattaché à la R&D, c'est bien parce qu'on est considéré comme un composant, donc rattaché au produit. Mais dans un autre sens, on a aussi une grosse part de communication sur les emballages. Donc c'est pour ça qu'on est aussi très bien aussi à la côté communication.
Et est-ce que ça a changé quelque chose dans votre pratique ou dans votre façon d'aborder les projets, ce changement de rattachement de direction? Un petit peu, oui. On est plus proche des personnes qui communiquent sur d'autres supports. Du coup, forcément, on a une approche qui est différente sur les emballages. Jusqu'à maintenant, on était côté R&D, on était très technico-technique. On était en lien avec la communication, mais géographiquement, on n'était pas à côté non plus. Du coup, on n'avait pas de discussion directe, on n'avait pas d'échange plus rapproché. C'était moins efficace peut-être côté communication. Là, aujourd'hui, c'est plus fluide. D'accord, c'est plutôt la fluidité, la rapidité des projets. Ouais. Il y a peut-être moins d'aller-retour du coup aussi. Il y a peut-être moins d'aller-retour. Par contre, à l'inverse, techniquement, on n'est pas loin non plus de la R&D. On est quand même dans le même bâtiment, il n'y a pas de souci. On interagit avec les personnes de la R&D de la même manière qu'avant. Le seul changement, c'était surtout ce rapprochement avec la com, qui est quand même plus fluide. Jusqu'à maintenant, il y avait peut-être un manquement, et là, aujourd'hui, il y a un meilleur échange. Vous avez 2 grands secteurs d'activité, l'outdoor et le travail en hauteur, les EPI. Le packaging, vous travaillez sur les 2 gammes, ou est-ce que c'est peut-être le même pack pour les 2 types de produits? Est-ce qu'il y en a un qui va intervenir plus sur une gamme et l'autre plus sur l'autre gamme, puisque vous êtes 4 personnes, tu m'as dit? Comment ça se répartit les projets? Les projets, effectivement, donc, comme tu l'as dit, on a 2 marchés bien distincts, ce qui est le marché professionnel, qui est dédié à tout ce qui est axé sur corde ou autre, comme les élagueurs, on travaille pour beaucoup même les pompiers ou la gendarmerie, etc. Et on a aussi le marché sport, où là on est plus dédié aux sportifs, à l'escalade, au trail, parce qu'on fait aussi, donc dans ces 2 marchés, on a aussi les lampes frontales. Et effectivement, en fait, on n'a pas un marché particulier défini par responsable technique, PAC. On est pluridisciplinaire, on va dire. Par contre, on a une charte bien précise, PAC et graphique, d'un marché par rapport à l'autre. Les deux ne sont pas similaires. On a deux chartes complètement différentes, parce qu'on a 2 cibles complètement différentes. On va avoir deux typologies de packs, 2 façons de travailler différentes l'emballage. Effectivement, on va avoir un côté des packs pour le pro plus fermé. On va pas forcément voir le produit, mais bien le protéger, avec une belle photo produit sur l'emballage, une description courte du produit pour comprendre à quoi il sert. Après, c'est un milieu où les professionnels connaissent nos produits. Ils savent les utiliser. On va moins aller chercher les utilisateurs, parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec ces produits-là. Ça nous arrive d'aller chercher des nouveaux marchés, nouveaux usages, mais globalement, on reste une marque connue. Notamment, les produits restent connus. Dans le sport, c'est différent. Dans le sport, on a une certaine notoriété, mais quand on a une innovation, on aime bien aller chercher les gens. Et donc, du coup, on va présenter le produit différemment via nos emballages. Souvent, on va essayer de montrer le produit directement, pouvoir le toucher. Alors, pas toujours. Dans les lampes, je sais qu'on va éviter. C'est plus une question stratégique. On va mettre une jolie photo produit à l'échelle 1 sur l'emballage. Ce qui va éviter d'abîmer le produit. On est attaché à ce côté propre. On a une belle surprise quand on sort le produit. Mais dans d'autres produits, typiquement dans l'escalade, on aime bien montrer le produit. C'est des produits qui sont robustes. On a besoin de ça. C'est des produits qui sont là pour protéger et assurer la bonne pratique de l'utilisateur. Donc on aime bien montrer directement le produit. Vu que c'est quelque chose de robuste, ça ne nous dérange pas de sortir le produit de l'emballage et de le mettre sur une cartonnette, par exemple, ou quelque chose comme ça. Oui, vous avez même des produits qui se vendent simplement sur cartonnette, comme les mousquetons ou les dégaines. Je suppose que là, c'est pas emballé. Non, c'est pas emballé, c'est pas fermé. C'est pas fermé, non, c'est complètement ouvert. Et vu que la concurrence est assez rude et costaud, effectivement, c'est bien de se démarquer aussi en mettant un peu plus en avant le produit. Et puis sur vos 2 marchés, donc le pro et l'outdoor, les produits ne sont pas distribués de la même manière, puisque déjà, moi je connais pas le marché pro. Sur le marché outdoor aujourd'hui, on a à la fois de la vente web et à la fois de la vente magasin, et vous n'avez pas de point de vente en propre. Non, on n'a pas de point de vente direct, ni physique ni en ligne. Par contre, effectivement, on est tributaire de nos distributeurs. On va prendre leurs contraintes magasin, sachant qu'on dépend de beaucoup de distributeurs, des magasins complètement différents les uns des autres. Chacun a leur manière de travailler différente. Donc nous, on doit s'adapter à toutes ces contraintes.
Et également, on vient prendre en compte aussi leurs contraintes de vente en ligne. Nous, on ne vend pas directement en ligne, mais il y a quand même des contraintes de vente en ligne sur l'emballage. Donc nous, on va prendre ces contraintes-là directement chez les magasins. Donc ça, c'est le marketing qui va venir vous briefer là-dessus. Les contraintes, elles sont très différentes d'un magasin à l'autre, ou est-ce que finalement c'est globalement les mêmes contraintes? Les contraintes, ça va dépendre des pays. Il va y avoir des magasins qui sont propres à certains pays, qui vont avoir leurs contraintes, et qui vont être très différentes en fonction d'un autre pays, comme la France et les États-Unis, par exemple, les pratiques sont très différentes. Nous, on va chercher déjà à subvenir aux besoins de tout le monde, de chacun. Ça va pas convenir à 100% à un magasin, mais ça va être un savant équilibre de ces différentes contraintes. Il faut savoir que le pack, comme le produit, mais le pack, il a énormément de contraintes, notamment par rapport aux personnes avec qui on travaille. Donc on travaille effectivement pour les magasins, c'est eux qui vont mettre en vente nos produits emballés. Mais on a aussi, avant que ça arrive chez les magasins, on a aussi pas mal d'interlocuteurs, pas mal d'intervenants. Donc il y a déjà le marketing dans un premier temps qui va nous faire remonter toutes ces problématiques magasins, toutes ces contraintes. On va avoir dans un second temps le responsable technique produit. Le produit, forcément, c'est lui qu'on va emballer, donc on va se rapprocher du responsable produit, s'adapter au mieux au produit. Suite à ça, le produit, faut l'emballer, donc il va passer en production. Donc on va avoir aussi toutes les contraintes liées à l'industrialisation. Ce qu'on aime bien faire, c'est faire des points avec l'industrie, justement, pour voir si l'emballage qu'on a conçu fonctionne bien, s'il est bien adapté à la production, s'il est bien adapté au site de production, s'il est bien adapté aux utilisateurs, donc aux personnes qui vont conditionner le produit dans notre emballage. Ces personnes-là, on aime bien les intégrer assez vite dans le processus, parce que c'est quand même eux les premiers à utiliser notre emballage, au final. C'est eux qui vont l'utiliser pour emballer les produits. Donc si on a un emballage qui est compliqué à mettre en forme, en volume, et qui est compliqué à insérer un produit dedans, on va perdre en productivité, on va perdre du temps et de l'argent. Donc l'idée, c'est d'être le plus efficace possible pour eux aussi, gagner en efficacité sur les lignes de production. On a bien sûr les achats, c'est eux qui vont nous arriver. Donc les achats, on peut lier aussi aux fournisseurs. Donc le fournisseur, lui, va plutôt venir nous aider sur l'élaboration, sur le développement du pack, savoir si c'est adapté à leur machine, à leur production ou pas du tout. Eux, ils vont nous aider à améliorer ou non le pack. Quand je dis améliorer ou non, c'est il y a besoin d'une amélioration, ils vont nous aider, on va travailler ensemble pour que ça aille bien. Et ou non, c'est des fois ça marche tout de suite et puis il n'y a pas de souci, quoi. Donc, et les achats sont liés parce que voilà, il y a une notion de coût, c'est eux qui vont être en lien avec le fournisseur pour leur passer commande, etc. Donc forcément, il va falloir que cet emballage rentre dans des budgets. Donc c'est aussi à nous de travailler avec les achats pour dire, voilà, mon emballage, on a pensé à ça, il va coûter tant, est-ce que ça rentre dans le budget ou pas, est-ce qu'il faut retravailler le pack, est-ce qu'il faut retravailler avec le fournisseur, etc. pour que ça puisse être adapté, convenir aux achats. Donc après, effectivement, on essaye de tirer les coûts, d'avoir un pack le moins cher possible. On n'essaye pas non plus de faire du cheap, entre guillemets. On va essayer de quand même... On est quand même une marque avec une certaine renommée, on essaye de faire du premium. Donc on va pas s'amuser non plus à faire des packs au rabais qui tiennent pas ou qui se détruisent pendant le transport. Et d'ailleurs, le transport, c'est aussi une de nos contraintes, parce que forcément... Alors oui, on va avoir le transport en vente en ligne, mais il n'y a pas que ça, on va aussi avoir le transport quand ça va sortir de notre site de production. Donc forcément, quand ça va être palettisé, quand on va mettre nos produits dans un carton de regroupement et qu'on va empiler 20 cartons de regroupement les uns sur les autres, va falloir que le pack qui soit tout en dessous puisse résister et continuer à protéger le produit comme il se doit. Donc là aussi, on a quand même une nouvelle contrainte. Et en plus de ça, on a depuis... donc ça, on essaye de le mettre en place depuis toujours, mais là, ça s'accentue sur ces derniers temps, c'est l'éco-conception et la notion RSE. Ça fait aujourd'hui 3-4 ans qu'on a décidé de supprimer l'intégralité du plastique de nos emballages. Ça, c'est pour faire écho à la réglementation qui a été mise en vigueur il y a peu de temps sur les plastiques à usage unique.
On est concerné effectivement parce que le packaging, on le sait tous, hein, il est dédié aux déchets. Mais il a quand même une notion de protection, contrairement à des couverts en plastique où là c'est vraiment l'usage unique, on l'utilise, on mange avec, on le jette. Aux emballages, on va avoir une notion de protection quand même avant tout, donc ça rentre pas complètement dans la législation. Mais on a quand même décidé de supprimer ces plastiques-là, la totalité de nos plastiques, au mieux. Donc là, aujourd'hui, depuis 2021, on a supprimé plus de 75% de nos plastiques sur l'ensemble de nos emballages, qui protègent le produit directement, mais aussi sur les emballages côté logistique, les emballages que le client ne voit pas. Donc on est toujours dans cette démarche-là, et l'idée, c'est qu'à terme, d'ici 2-3 ans, on n'ait plus usage de ce plastique-là. C'est pas sans conséquence, parce que derrière, il faut le remplacer, ce plastique-là. Le plastique, on va le remplacer déjà dans un premier temps par du carton. Et pour certains produits, pour caler un produit par exemple qui le plastique le faisait très bien en étant le plus léger possible, le carton, des fois, il va falloir plus de carton que ce qu'il faut initialement. Et donc du coup, on va alourdir le carton. Des fois même, on va agrandir la boîte, dans certains cas. Donc le problème, c'est que là, du coup, on va avoir un bilan carbone qui est mauvais par rapport au plastique, que ça soit au niveau du transport, parce qu'on ne va pas optimiser nos cartons de regroupement, que ça soit au niveau du poids également, parce que du coup on va avoir un emballage plus lourd. Donc nous on travaille tout ça aussi, donc on s'engage aussi à trouver des solutions, à être malin, à trouver des petites astuces pour réduire ce carton au maximum. Et aujourd'hui on est aussi dans une démarche de travailler avec le moins de carton possible, sans pour autant détériorer la qualité et la protection. C'est quand même deux notions importantes dans l'emballage. Donc on travaille là-dessus. Aujourd'hui, on a trouvé des solutions qui sont plutôt bonnes, qui sont même meilleures que les packs qu'on avait en plastique avant. Donc voilà, donc ça fait aussi partie des contraintes qu'on a sur l'emballage. C'est de la contrainte prioritaire aujourd'hui? Quasiment, ouais. Oui. Aujourd'hui, on ne démarre pas un projet sans se dire si je mettais un bout de plastique ici, non, ça marche pas. C'est notre contrainte majeure, c'est de réfléchir sans plastique, de réfléchir carton, mais surtout réfléchir avec le moins de carton possible. Et est-ce que vous avez envisagé, par rapport à la marque Petzl et par rapport à vos produits, parce que bien sûr ça dépend des produits, de supprimer complètement l'emballage, de dire et si on supprime ces emballages carton, vers quoi on va? On y a réfléchi. Moi, ça fait quelques années, ma petite expression, c'est pas de pack, pas de problème. Mais c'est pas totalement vrai. Ça va créer des problèmes derrière. On avait pensé, par exemple, à mettre dans des housses textiles, etc. Mais la question, c'est est-ce que ça va être utilisé de la même manière de partout? Comme je disais tout à l'heure, en fait, on est tributaire de plein de distributeurs complètement différents les uns des autres, qui ont tous leurs contraintes. Et ce qui peut fonctionner, justement, de ne pas avoir de pack pour l'un, ne fonctionnera pas du tout pour l'autre. Et le problème, c'est que pas de pack, ça fonctionne pour une minorité de ces distributeurs-là. Et une majorité, aujourd'hui, utilise toujours des contenants fermés ou un pack, un vrai pack, quoi. Donc oui, on y réfléchit toujours. Dans certains cas, on a même pensé à remplacer par des housses textiles ou autres que du textile. Le problème, c'est qu'on revient toujours à la notion du plastique. Pour nous, en interne, une housse textile, ça reste du plastique. Alors certes, ça fait plus partie du packaging, mais plus du produit, avec une notion de réutilisable. Mais le souci, c'est que ce n'est pas forcément réutilisable partout. Vu qu'on vend dans tous les pays du monde, chaque pays, chaque culture a sa pratique, qui sont quand même différentes les unes des autres. Donc oui, remplacer le pack par quelque chose de réutilisable, on y a pensé, on le fait sur certains produits, mais on le fait pas sur tous. Et ne peut pas le faire sur tous les produits. Il y aurait pas l'usage en fait derrière, il n'y aurait pas l'utilité. Très bien. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as consacré et je te dis à bientôt. Merci beaucoup Annabelle. Merci, au revoir. Au revoir.